été complice de son ami trafiquant international. Son nom, Pierre Goulet, policier. Pourquoi un policier du SPVM cacherait-il dans un coffre-fort des liasses de billets provenant des produits de la criminalité? Son cartel était responsable de l'approvisionnement en cocaïne aux États-Unis. Quelques 800 ou 900 kilos de cocaïne qui représentent une immense valeur sur le marché noir de la drogue. Le son quand un gars se fait frapper sur la tête à coups de machette. On n'a aucune idée de ce que c'est, le craquement que ça produit. Une nuit de février 2004, Daniel Muir surgit dans le hall d'un hôtel rue de la Montagne. Muir se déplace régulièrement avec un individu dont on peut penser qu'il est son garde du corps. Et, ce soir-là, il est parti de chez Paré pour aller chez Wanda, et celui qui l'accompagnait généralement ne l'a pas suivi. Je me trouve là par hasard, j'arrive d'Ottawa. Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Évidemment, on se demande de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut le battre? Et c'est pour ça que je ne réagis pas trop. Le son. Le son quand un gars se fait frapper sur la tête à coups de machette. On n'a aucune idée de ce que c'est, le craquement que ça produit. Et c'est fort. Moi, ce son-là m'a marqué pour le restant de mes jours. Jamais je n'oublierai. Daniel Muir était un flamboyant trafiquant de drogue. À ce jour, son meurtre n'a pas été résolu. Mais l'enquête qui suivra sa mort aura pour un policier du SPVM une conséquence inattendue. Précédemment, en 2002, la DEA, l'administration de la lutte antidrogue, a enquêté sur des trafiquants internationaux, en fait sur le cartel des Caraïbes. Un des acteurs importants du cartel colombien était Daniel Muir, qui a été assassiné en février 2004. Lors d'une filature, qui avait été ordonnée par l'unité des crimes majeurs, Pierre Goulet a rencontré Bernard Mondou. Bernard Mondou était le bras droit de Daniel Muir. Et en effet, alors qu'il visionnait les images de cette filature, il y a un collègue de Pierre Goulet qui l'a reconnu et il a dit « Écoutez, je connais cet individu, et non seulement je le connais, mais il fait partie de notre organisation, c'est-à-dire le service de police de la ville de Montréal. » Les services ont entrepris une enquête. Et lorsque nous sommes arrivés en poste, le dossier était déjà ouvert depuis près de 2 ans. Mais à cause de points de détail liés à des problèmes de juridiction avec la DEA, les enquêteurs se sont heurtés à plusieurs obstacles. Alors imaginez la réaction de ses collègues policiers en visionnant les images de filature, de voir que Pierre Goulet, un policier au comportement irréprochable, n'ayant aucun antécédent d'ordre disciplinaire au SPVM, se met à fréquenter des criminels de l'ampleur de Bernard Mondou. Ce qui est toutefois singulier, c'est que Pierre Goulet n'a jamais vraiment aimé son travail de policier. Il disait à tout le monde qu'il était là pour 2 choses, la paye et la retraite.
Les deux hommes à l'époque avaient tout juste 40-41 ans et ils se connaissaient depuis au moins 25 ans. Donc on suppose qu'ils ont été élevés dans le même quartier et qu'à l'adolescence, ils ont tissé des liens d'amitié très très forts. Dire que ces gars-là ont fait les 400 coups ensemble revient à dire en fait qu'ils ont été élevés ensemble, ont passé leur adolescence ensemble et qu'ils sont devenus adultes en même temps. De sorte que lorsque Pierre Goulet a vécu une séparation houleuse, il s'est rapproché tout de suite de Bernard Mondoux. Pierre Goulet venait de se séparer, il n'était pas heureux dans son travail et selon toute vraisemblance, il aspirait à quelque chose d'autre. Et lorsque Bernard Mondoux lui a demandé finalement s'il lui serait possible d'installer son coffre-fort dans son sous-sol, Pierre Goulet devait nécessairement savoir que c'était de l'argent provenant d'activités illicites. On a l'impression que Goulet se laisse embarquer dans une certaine aventure. On le sent et il le dit lui-même. Il explique qu'à plusieurs reprises. Il trouvait que sa vie était plate et il recherchait l'excitation et de l'aventure. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui n'a pas mesuré tout à fait l'ampleur du processus dans lequel il entrait. Parce que là, on est quand même dans le cadre d'une affaire criminelle de très haut niveau, avec des trafiquants de drogue internationaux. Bernard Mondoux, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme un narcotrafiquant d'importance, parce que c'était le bras droit de Daniel Muir. Et Daniel Muir, c'était quelqu'un qui organisait le trafic d'importation de cocaïne et à très grande échelle. On parle là d'une organisation criminelle qui avait des ramifications déployées aux États-Unis, aux Bahamas, en Jamaïque et bien entendu en Colombie. Ce qu'on sait de Muir, c'est que c'est quelqu'un qui est en relation avec le milieu des Hells Angels. Il est en lien avec Mom Boucher. Donc Muir n'est pas n'importe qui. C'est un individu de haut vol, qui aime briller, qui aime flamber, qui aime mener la grande vie. Il n'est pas le seul. Mais en même temps, ils ont des vies dangereuses et elles sont souvent courtes dans le monde criminel. Alors, ils en profitent. C'est au début de l'année 2000 que Pierre Goulet, le policier désabusé et en manque de sensations fortes, commence à aider son ami d'enfance Mondoux à compter et vérifier les billets de banque conservés dans le coffre-fort maintenant installé dans le domicile du policier. Bernard Mondoux était l'opérateur, si vous voulez, le cerveau de Daniel Muir. Disons que Daniel Muir avait des contacts, le réseau, mais Bernard Mondoux était définitivement l'opérateur du trafic de stupéfiants. Le rôle de Goulet, c'est de servir de vitrine et de blanchisserie. Ce qu'on appelle dans le monde criminel la blanchisserie, c'est le fait de blanchir l'argent. L'argent va passer par lui. Qui va penser à aller inspecter le sous-sol d'une résidence appartenant à un policier du SPVM? Pourquoi un policier du SPVM cacherait-il dans un coffre-fort des liasses de billets provenant des produits de la criminalité? C'était vraiment un coup de génie. Les services que Pierre Goulet rend à son ami le trafiquant Mondoux ne s'arrêtent pas là. Salut. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, pas mal. Je t'ai apporté ton préféré. Oh, très bien. Monsieur Goulet, à la demande de Bernard Mondoux, échangeait des dollars qui étaient des produits de criminalité de Canadiens à Américains ou d'Américains à Canadiens dans un bureau de change de Montréal. Il l'a fait à plusieurs reprises et c'était des sommes allant jusqu'à une cinquantaine de milliers de dollars à la fois. Excellent. Merci.
Évidemment, il a aussi servi de prête-nom à Bernard Mondoux pour sa résidence de Saint-Bruno. Dans les faits, il l'avait vendu à Bernard Mondoux, mais sur le papier, il restait propriétaire. Donc, ce faisant, il servait, disons, de couverture à Monsieur Mondoux, ce qui lui permettait de dissimuler ce bien-là. Salut. Pierre Goulet, policier ou SPVM, a un ami louche, Bernard Mondoux, un trafiquant de stupéfiants notoire à qui il rend des services de plus en plus compromettants. Effectivement, Goulet n'était pas satisfait de la position qu'il avait en tant que policier. Et le fait d'entrer dans le monde criminel, c'était se réaliser d'une autre façon, différente, et pourquoi pas devenir quelqu'un de plus important, de plus intéressant. Pierre Goulet a décidé tout d'abord de compter l'argent et ensuite il va vérifier avec la lumière ultraviolette si les billets sont authentiques, si ce ne sont pas des billets qui ont été tracés par les policiers pour pas se faire épingler. Et finalement, il va l'emballer. La plupart des billets qu'on a dans nos poches ont un certain niveau de contamination. Donc eux, ils s'efforcent justement de trouver des billets qui sont le moins contaminés possible. Vous comprenez, un trafiquant ou un passeur peut se faire intercepter aux douanes, soit par le chien pisteur, ou par d'autres systèmes qui détectent des particules de cocaïne. Donc les bureaux de change ont une technique pour nettoyer les billets. Ils s'assuraient qu'il n'y avait pas de faux billets, parce que, évidemment, la dernière chose que l'on souhaite affronter, c'est un trafiquant fâché de recevoir des faux billets. Donc une des tâches de Pierre Goulet était justement de procéder au décompte de l'argent et de s'assurer qu'il n'y avait pas de faux billets. Il prenait pas mal de précautions en passant les billets à la lumière noire. Début 2000, Muir et Mondoux négocient avec le baron de la drogue colombien Elias Cobos Munoz, qui vit alors en Jamaïque. Ils veulent importer 1 tonne de cocaïne, pour laquelle il faut fournir 3 500 000 $ au cartel. Et Bernard Mondoux, cette fois encore, fait appel à son bon ami, le policier Goulet. Ce qui a été décidé, c'est que 3,5 millions de dollars, c'était beaucoup trop pour un seul voyage. Alors, Daniel Muir et Bernard Mondoux ont convenu d'effectuer plusieurs voyages de façon à apporter au contact de Floride, qui faisait partie du cartel colombien, la totalité des 3,5 millions de dollars. Ils ont décidé de les répartir en 5 ou 6 voyages. Donc on pense que Pierre Goulet, pendant les 2 années au cours desquelles il a été impliqué dans le trafic, a effectué environ 6 voyages en apportant entre 500 000 et 1 million de dollars à chaque fois. Parce que Goulet touchait, selon ce qui était convenu entre Bernard Mondoux et lui, une commission de 2%. On a appris qu'environ 3,5 millions de dollars américains ont été livrés. Faites le calcul, il aurait donc touché 70 000 dollars. Goulet prenait ces millions-là, les dissimulait dans son automobile et faisait le trajet de Montréal à Miami pour aller payer l'organisation criminelle avec laquelle Muir était en affaire pour de la cocaïne. Ça aussi, c'est assez particulier d'avoir pris autant de risques. Imaginez un peu passer la frontière en exhibant son insigne de police et en cachant des devises, sachant très bien que c'est illégal. Ça demande beaucoup de sang-froid de passer ainsi les frontières. Il faut avoir des nerfs d'acier pour pouvoir se comporter de la sorte. Il faut se rappeler qu'un policier n'est pas préparé à commettre ce genre de choses, à se compromettre, à agir comme un criminel.
se rend à plusieurs reprises aux États-Unis. Il transporte les paiements destinés à l'importation de 800 kilos de cocaïne qu'il remet à Juan Carlos Umbacia Rua, représentant du baron de la drogue colombien Elias Cobos Muñoz. Elias Cobos Muñoz, c'est le cerveau de ce qu'on a appelé le cartel des Caraïbes. Un cartel qui importait de la drogue à la tonne et qui passait par la Floride pour entrer au Québec. Ils utilisaient des bateaux, mais ils utilisaient aussi les moyens terrestres. Son cartel était en partie responsable de l'approvisionnement en cocaïne des États-Unis, à hauteur de 10%. Il n'était qu'un pion sur l'échiquier, mais il jouait un rôle important dans le trafic international aux États-Unis. Bernard Mondou, dans les années 90, s'installe en Colombie dans une station balnéaire pour participer à la construction d'un parc aquatique. Et c'est là qu'il apprend l'espagnol et qu'il fait la connaissance de M. Umbacia Rua. Ce que l'enquête a révélé, c'est que l'argent qui provenait des produits de la criminalité, l'argent qui provenait du trafic de stupéfiants, avait été investi en Colombie pour un projet de parc aquatique. Pierre Goulet répète plusieurs fois l'opération et livre de l'argent pour le compte de son ami Mondou aux États-Unis. Il n'avait évidemment pas le temps de faire ses voyages avant ou après ses heures de travail, d'où la fameuse fièvre à Goulet. C'est-à-dire que lui, tout simplement, appelait le bureau pour dire qu'il était malade et serait absent ce jour-là. Les collègues disaient « Oui, on sait bien, Goulet n'est pas là ce matin, il a encore la fièvre ». Mais ce qui est remarquable, c'est que Pierre Goulet n'a jamais vraiment aimé son travail de policier. Il disait à tout le monde qu'il était là pour deux choses, la paye et sa retraite. Parce que franchement, de patrouiller en voiture ou de circuler dans les aéroports entre les valises, c'est pas quelque chose qui le passionnait. Ce qui est curieux dans le cas de Pierre Goulet, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment endetté, ce n'est pas quelqu'un qui avait des problèmes de drogue, pas quelqu'un qui avait des problèmes de jeu, donc pas quelqu'un qui avait réellement besoin de cet argent pour arrondir ses fins de mois. Quand un policier veut devenir policier parce qu'il cherche l'aventure, parce qu'il veut se frotter au monde criminel, parce qu'il a une fascination effectivement pour les affaires criminelles, c'est d'autant plus facile de tomber dans ce genre de milieu, quand non seulement vous en êtes proche, qu'il vous fascine et que vos amis en font partie. N'importe qui, mais a fortiori en tant que policier, Monsieur Goulet savait ce qu'il faisait. Je pense qu'au départ, quand son ami lui demande d'installer le coffre-fort chez lui, dans sa maison, il ne savait peut-être pas d'où venait l'argent qui était placé dans ce coffre-fort. Mais assez rapidement, compte tenu des montants, et en tout cas quand il s'est mis à emballer les billets pour les placer dans des sièges, dans des portières et en différents endroits, c'est certain, il savait ce qu'il en était. Il n'y a pas de doute, pas le moindre doute possible. En 2001, le principal projet de Muir et Mondou était de faire entrer rien de moins qu'1 tonne de cocaïne par avion. Au cours de l'enquête, il est apparu que Daniel Muir ne parlait pas anglais et ne parlait pas espagnol. Quant à Pierre Goulet, on savait qu'il parlait bien sûr l'anglais, mais aussi l'espagnol. Monsieur Goulet semble avoir pris la place de Bernard Mondou lors d'un déplacement de Daniel Muir. Daniel Muir se rendait à Montego Bay pour y rencontrer d'autres trafiquants de stupéfiants. On est en mai 2001, ils sont en discussion pour se procurer et transporter cette quantité de drogue. Et c'est Pierre Goulet qui accompagne Daniel Muir et lui apporte tout son soutien. Les risques encourus par Goulet sont assez impressionnants. Moi, je suis très surpris du fait qu'en tant que policier, il n'ait pas eu la crainte qu'on puisse le considérer comme étant un agent double ou un agent d'infiltration. Ça, c'est très surprenant. Car n'oublions pas que le monde criminel est un monde paranoïaque. Quand vous traitez avec des cartels, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer d'une heure à l'autre.
Après avoir aidé son ami Bernard Mondou dans ses activités criminelles, le policier Pierre Goulet accepte d'aller en Jamaïque pour servir de traducteur entre Daniel Muir et Elias Cobos Munoz, un trafiquant colombien, dans le but d'importer au Canada 1 tonne de cocaïne. Pierre Goulet, c'est vrai, a révélé à la cour que finalement, il s'embêtait un peu dans son rôle de policier. C'est quelqu'un qui aime les sensations fortes. Alors, c'est quelqu'un qui veut vivre sous adrénaline. Il est allé à l'armée pour ça, ensuite à la GRC. Puis ensuite au SPVM, mais ça suffisait pas. Pourquoi avoir ramené sa conjointe là-bas? Pour vivre la vie des gens riches et célèbres. Il nageait dans l'argent, c'était les beaux voyages, les voitures de luxe, les grands restaurants, les bouteilles de vin millésimées. C'était impressionnant pour une femme de voir que son conjoint a les moyens de se payer des voyages de cette nature et de continuer à mener la belle vie là-bas. Est-ce qu'il y a une part d'inconscience quand il va effectivement à la Jamaïque avec sa compagne? Est-ce qu'il cherche à donner l'impression de quelqu'un qui va en vacances et qui finalement part avec sa conjointe s'amuser au soleil? Est-ce qu'il ne se rend pas compte du fait qu'il l'implique, même indirectement, dans un voyage dans lequel il s'agit de participer à une opération criminelle? La conjointe de Pierre Goulet témoignera ne l'avoir pratiquement pas vu durant les jours qu'ils ont passés ensemble au Ritz-Carlton en mai 2001. Ils partaient le matin et revenaient le soir. Ils n'ont mangé ensemble qu'une seule fois. Il lui disait que tous les frais étaient payés par un certain Daniel. Elle confie aussi avoir reçu dans sa chambre un appel pour Jean-Marc et que Pierre Goulet lui a dit « C'est bon, c'est mon nom ici ». Pierre Goulet ne disait pas à sa conjointe qu'il faisait de la traduction pour une enquête sur le trafic d'importation de cocaïne à grande échelle. Il disait qu'il faisait de la traduction pour une compagnie de vente de pneus. La façon dont ça a été établi, c'est d'une part par ses déplacements, parce qu'on a l'ensemble de son historique, mais d'autre part par la collaboration de M. Mondou, qui a confirmé lui-même avoir demandé à Pierre Goulet de faire ce déplacement-là à sa place. Il s'est déplacé à plusieurs reprises en Amérique du Sud pour tenir le rôle de traducteur. Il intervenait vraiment comme bras droit de Bernard Mondou, alors même que Bernard Mondou était le bras droit de Daniel Muir. Le plan de Muir et Cobos Munoz était de faire entrer la cocaïne en Floride par avion. L'attentat du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center les oblige à changer ses plans. Ils ont finalement décidé que c'était plus pratique de faire ça par bateau, par voie navale. Les autorités américaines, les autorités des Bahamas ont eu vent que cette cargaison-là était en chemin. Ils l'ont saisie aux Bahamas. Quelques 800 ou 900 kilos de cocaïne qui représentent une immense valeur sur le marché noir de la drogue ont été saisis. Ils ont fait ce qu'on appelle une livraison contrôlée, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé, pour l'essentiel, la cocaïne qui se trouvait dans cette cargaison. Ils en ont laissé une quantité nominale. J'imagine quelque chose comme 1 kilo ou quelques centaines de grammes. Et ils ont transporté, sous leur surveillance, cette drogue jusqu'à la destination prévue, Miami. Pour autant que je comprenne, les personnes qui devaient prendre livraison de cette cocaïne à Miami ne se sont pas toutes présentées. Un trafiquant arrêté dans l'opération, Jesus Miranda, dira aux enquêteurs qu'il était en contact téléphonique avec un certain Tommy, qui devait lui donner la date où les Canadiens viendraient chercher la cargaison. Un autre témoin de la DEA a reconnu Pierre Goulet sur les lieux de la livraison au volant d'une BMW. Évidemment, l'enquête de la DEA a démontré qu'il y avait un Canadien qui était venu sur les lieux. On soupçonne aujourd'hui que c'était Pierre Goulet, mais on n'en a jamais eu la certitude. Au moment de ces événements, il est établi par une preuve indépendante que M. Goulet se trouvait également en Floride.
Si Pierre Goulet admettra devant la cour avoir une fois servi de traducteur entre Muir et Cobos Munoz fin juin 2001, l'enquête démontre qu'il a fait de nombreux autres voyages. Déjà, le mois précédent, en mai 2001, il était en Jamaïque avec sa conjointe. Entre septembre et novembre 2001, c'est en Floride qu'il se rend 3 fois. Il retourne aussi en Jamaïque où a lieu une rencontre entre Mondou, Muir et Umbassia Rua. Au retour, accompagné de Mondou, il fait une escale d'1 jour à Fort Lauderdale. Le 1er février 2002, quand la DEA tend un piège aux trafiquants avec la livraison de la cocaïne saisie aux Bahamas, Pierre Goulet se trouve de nouveau en Floride. Du 9 au 17 février 2002, Goulet, accompagné de sa conjointe, est au Mexique en même temps que Mondou et Muir. Suite à la saisie des 800 kilos, M. Muir et M. Mondou, qui se trouvaient au Mexique à ce moment-là, se demandaient ce qui était arrivé à ces 800 kilos. C'est vrai, il y a toujours un doute. Est-ce que c'est vraiment la police qui les a saisis? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont déplacés à Cuba donc pour rencontrer M. Bustamante, pour essayer de tirer au clair cette histoire de 800 kilos perdus. Peu de temps après, de retour à son travail, M. Goulet a vérifié les banques de données policières, pour lui-même et pour son ami Mondou, dans le but manifeste de s'assurer que ni lui ni son ami ne faisaient l'objet d'une enquête. Pierre Goulet a compris que ça sentait le roussi et a décidé de se détacher de tout ce qui concernait justement ce cartel colombien d'importation de cocaïne. Pierre Goulet est passé complètement sous le radar. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail, qu'il n'a éveillé aucun soupçon. Pierre Goulet, policier du SPVM, s'est mêlé aux activités criminelles de Bernard Mondou, son ami trafiquant de cocaïne. Lorsqu'une opération d'envergure de la DEA nommée Busted Manatee vient démanteler le réseau de Mondou, Goulet n'est pas inquiété. Ça visait Cobos Munoz. Il y a eu une 50aine d'arrestations dans le cadre de Busted Manatee, mais également avec Double Talk. On parle même de 330 arrestations, tous étant des acteurs importants, aussi bien des pilotes que des passeurs ou des blanchisseurs d'argent. Il s'agissait d'une grosse organisation, c'était un coup de filet important pour la DEA. En fait, nous avons la démonstration que Pierre Goulet a bien fait son travail, dans la mesure où il a été très discret. D'ailleurs, lors de l'arrestation du réseau, où plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées, dont 5 Québécois et notamment Bernard Mondou, Pierre Goulet est passé complètement sous le radar. 2 ans après l'arrestation de Bernard Mondou, Pierre Goulet fait ce qu'il a à faire. Tout ce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là, c'est d'habiter la luxueuse résidence du 7 Juliette Béliveau, alors que cette résidence-là, dans les faits, appartient à Bernard Mondou, quelqu'un qui purge 11 ans de prison aux États-Unis. Le 19 juin 2006, vers 11 h du soir, Pierre Goulet arrive chez lui. Un homme l'attend. Il dit s'appeler Ricardo Miguel. Il l'attendait devant l'entrée de la maison. Et lorsque Pierre Goulet est arrivé, il s'est présenté comme un émissaire du cartel. Il venait juste voir. Il voulait essayer de comprendre la raison pour laquelle Pierre Goulet n'avait pas été arrêté, alors que tous les autres avaient été arrêtés. Lui faire peur n'était pas du tout dans nos intentions. Donc la méthode de travail est très simple. On l'approche avec cette idée. Ou bien on le blanchit, ou bien on l'accuse. Nous avons opté pour une approche à froid, devant sa résidence. Et il fallait vraiment lui envoyer quelqu'un qui pouvait représenter le milieu avec lequel lui-même auparavant avait négocié. Pierre Goulet, naturellement, était très nerveux. En effet, il craignait pour sa vie. Il a même dit « Je ne veux pas mourir ». J'ai juste pas envie de mourir, moi.
travailler un policier revêt en soi des difficultés qu'on ne retrouve pas dans d'autres dossiers. D'abord, le policier est au fait des techniques d'enquête. Le policier a la connaissance. Le policier connaît bien les autres policiers. Ils se sont rendus ensemble dans un café, à quelques kilomètres de la résidence de M. Goulet. Ils ont passé vraiment pas mal de temps à discuter l'un avec l'autre. Et si Pierre Goulet avait refusé de parler à l'agent double, le dossier aurait été terminé. En fait, nous étions arrivés à ce point de l'enquête. Il n'y avait plus de... On en était au point de non-retour. Et malheureusement pour lui, Pierre Goulet a discuté avec l'agent double. En quelques heures, Pierre Goulet s'est lié d'amitié avec cet homme. Tout ce qui s'est passé. Ils ont discuté des activités de la Colombie. Pierre Goulet a fourni certaines informations. Et à partir de là, s'est développée une espèce de complicité, justement, pour les jours à venir. Les consignes données à l'agent double avaient été précises, à savoir qu'il ne fallait pas effrayer Pierre Goulet. Il fallait être clair. Nous voulions à tout prix éviter qu'on nous accuse de provocation policière et qu'on soit débouté. L'agent double aborde avec Goulet le sujet d'un détenu à Cuba, une figure influente du cartel, et il demande à Goulet s'il peut l'aider à le faire évader. Monsieur Goulet a rapidement élaboré un plan assez complexe pour faire libérer Monsieur Bustamante. Bon, écoute, pour Bustamante, il faut que tu montes un bateau. Il faut que tu déclenches un procès et que tu t'arranges pour que le témoin principal, ça soit justement lui. Bustamante, celui qui est emprisonné à Cuba. Si Cuba accepte, ton ami t'a amené à témoigner à ce procès, dans un autre pays, en Amérique du Sud. Et là, tu le fais disparaître. Tu payes les gens, tu sous-dois des avocats et tu t'arranges pour qu'ils disparaissent. C'est facile. À Cuba, ils sont trop stricts. Tu pourras pas le faire. C'était assez élaboré quand même, parce qu'en fait, leurs contacts ont été assez courts, donc ils ne pouvaient pas avoir réfléchi à ça très longuement. Il a proposé à l'agent d'infiltration une chose qu'il pourrait faire pour collaborer avec l'organisation. Il s'agirait de traverser la frontière avec des scooters de mer sur le lac Champlain ou dans les environs. Il a aussi offert de modifier lui-même la coque de ses embarcations afin de pouvoir y cacher soit de l'argent, soit de la drogue. Tu refais la fibre de verre du scooter et après tu le repeins. Personne ne verra qu'il a été retouché. On peut faire ça dans le garage de la maison. Le scooter, c'est une femme qui le passe à la douane. Ça paraît mieux. Et il est sur une remorque. Elle dit qu'elle a peut-être un copain qui l'attend, parce qu'il y a plein de Québécois qui vont faire du scooter des mers au lac Champlain en fin de semaine. L'agent double demande aussi à Pierre Goulet s'il connaît un certain Tommy. Ce à quoi Goulet répond que c'est le nom qu'il utilisait en Floride durant ses voyages avec son ami Mondou. Nous n'aurions jamais cru que Pierre Goulet allait marcher dans cette histoire. C'était une bénédiction pour notre enquête, parce que les enquêteurs, qui étaient des enquêteurs chevronnés, s'étaient heurtés pendant des années à des obstacles. Alors pour nous, c'était une excellente nouvelle que Pierre Goulet accorde, en fait, ce genre d'entretien à l'agent double. Le lendemain, l'agent double a demandé à Goulet de changer une quinzaine de milliers de dollars dans un bureau de change de Montréal. Goulet s'est exécuté. C'était 20 000 dollars, je pense. Évidemment, l'agent double avait donné à Pierre Goulet les informations nécessaires pour que celui-ci sache que la provenance de l'argent était illégale.
Bien entendu, c'était du blanchiment d'argent. Donc l'argent était souillé. On dit bien de l'argent sale, non? Ça aussi, c'est un élément important, de savoir que l'argent provient bien du trafic de stupéfiants. Termine à quelle heure? On ferme à 6. La troisième journée, ça s'est soldé par le transport d'1 kilo de cocaïne. Donc l'agent double, pour s'assurer que Pierre Goulet avait la connaissance, le contrôle et le consentement du kilo, les 3 C, il lui avait donné certaines indications, certains détails. Le kilo aurait une marque, un signe. Le numéro 33 serait écrit sur le kilo. Les vêtements seraient de couleur jaune, de façon à ce que, lorsque Goulet ouvrirait le coffre arrière, il soit en mesure de voir le paquet qui permettrait justement à l'accusation de confirmer les 3 C, soit connaissance, contrôle et consentement. Le lendemain de cette fausse livraison d'1 kilo de cocaïne, Pierre Goulet est arrêté. En juin 2006, le policier du SPVM Pierre Goulet est piégé par un agent double qui se fait passer pour un trafiquant colombien. Goulet exécute des actes illégaux à la demande de l'agent double et lui fait des confidences incriminantes. Les enquêtes spéciales, ce sont d'abord des dossiers extrêmement complexes. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité, justement, pour développer les scénarios, tout en préservant la qualité de la preuve. Bien sûr, il ne s'agit pas d'embellir la preuve, il s'agit simplement d'obtenir les faits et de les présenter tels qu'ils sont au procureur de la couronne. Deux ans après le meurtre de Daniel Muir et l'arrestation de son ami Bernard Mondoux pour trafic de cocaïne, c'est au tour de Pierre Goulet d'être arrêté et mis en accusation. Ça avait provoqué à l'époque un certain émoi dans les couloirs du palais de justice de Montréal parce que comparution en après-midi d'un policier du SPVM impliqué dans un réseau qui avait des ramifications à l'international et dont l'acte d'accusation faisait mention de personnages aussi importants que Bernard Mondoux et que Daniel Muir. Je me rappelle que Pierre Goulet semblait tout à fait déboussolé dans le box des accusés. Il était vêtu de son maillot aux couleurs du Brésil, parce qu'en 2006, la Coupe du Monde de football battait son plein en Allemagne. Yvan Delorme, directeur de la police de la ville de Montréal, a également fait un point presse. C'est pas tous les jours qu'un directeur de police fait un point de presse pour parler justement d'un de ces hommes qui a été arrêté et qui fait face à des accusations de nature criminelle. Ce que je tiens à vous dire, car on parle tout de même de soupçons de crimes sérieux. Il n'y a aucun lien entre ces soupçons et le travail de ce policier. Et en aucun cas, ça n'a empiété sur son temps de travail. Évidemment, un policier qui participe à un trafic de drogue international en pleine guerre des motards, c'est la pire des trahisons pour les autres policiers. C'est vraiment
La trahison suprême. Alors c'est sûr que ça a dû choquer beaucoup de policiers. Pierre Goulet, c'est un policier qui était apprécié de ses pairs. Lorsqu'il s'est fait arrêter, plusieurs de ses confrères ont eu du mal à s'en remettre. Beaucoup ont consulté, et d'autres ont eu des difficultés à vivre avec cette histoire pendant des années. Ce sont les autorités policières américaines avec une source du milieu criminel qui ont prévenu le service de police de Montréal de la présumée implication active du policier Goulet dans une organisation criminelle bien structurée dans le monde du trafic de cocaïne. Pierre Goulet a donc plaidé coupable, évitant un procès ainsi qu'une révélation publique de l'ensemble des preuves. Il ne restait à la justice qu'à déterminer la sentence. Il est accusé d'importation de stupéfiants, notamment de la cocaïne. Il est aussi accusé de blanchiment d'argent, de recel et de trafic de stupéfiants. Pierre Goulet, par l'entremise de son avocat maître Gérard Soulière, a eu recours à ce qu'on appelle une transaction pénale. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation où il a plaidé coupable des principaux chefs d'accusation concernant le blanchiment d'argent, le recyclage des produits de la criminalité et également la possession de biens criminellement obtenus. Mais en contrepartie, la poursuite fédérale a abandonné les accusations d'importation et de trafic de cocaïne. Concernant le transport d'argent, il s'y est adonné pendant 2 ans. Et il a servi de prête-nom pour une propriété qui a appartenu à des criminels pendant une période de 6 ans. Donc non, effectivement, on est très loin du geste isolé. Le tribunal a condamné M. Goulet le 25 janvier 2008 à une peine d'emprisonnement de 30 mois. Pierre Goulet, au moment du prononcé de la sentence, a exprimé de la honte, a exprimé des regrets, et il a précisé les 3 principaux motifs qui, selon lui, l'ont conduit justement à commettre ces actes criminels. J'étais en dépression. Ma femme venait de me quitter, et j'ai repris contact. Il a mentionné son amitié avec M. Mondou. Il a également mentionné un intérêt presque scientifique pour les affaires criminelles. C'est sûr, une explication comme celle-là en a laissé plus d'un perplexe. Lorsqu'on est un policier, lorsqu'on est un représentant des forces de l'ordre, notre travail est de faire arrêter les criminels, pas de les aider à faire entrer de la cocaïne chez nous. Il y a là un discours totalement contradictoire qui, encore une fois, a laissé plusieurs personnes perplexes. Pierre Goulet a minimisé son implication dans le réseau, ce qui démontre bien, dit la juge, qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. La Cour lui a infligé une peine de 30 mois de prison. Il devrait en purger 5 tout au plus. Les conditions de détention ne sont faciles pour personne, on s'entend là-dessus. Maintenant, pour un policier, c'est encore plus difficile, c'est plus, je dirais, inquiétant. Pierre Goulet a travaillé pendant 17 ans pour la police, d'abord pour la GRC, puis pour le SPVM. Même s'il a commis ses crimes alors qu'il n'était pas en fonction, son statut de policier a pesé lourd dans la décision de la Cour. D'autant qu'il n'a ni hésité à montrer son insigne de policier quand il passait les douanes, ni à consulter les banques de données policières pour s'assurer que ses collègues n'enquêtaient pas sur lui. Je ne connais pas exactement toutes les étapes des processus de sélection militaire, mais en revanche, pour un policier, il y a une batterie de tests à subir. C'est assez fascinant de voir que Pierre Goulet a pu déjouer tous ces systèmes. Le comportement de Pierre Goulet, tous ses agissements, était délibérément criminel. Il l'avait en lui. Voilà quelle est mon opinion. On se demandera pourquoi il tient tant à sa longue et solide amitié avec Bernard Mondou. Pierre Goulet a même mentionné, quelques minutes avant de recevoir sa sentence, qu'il allait continuer d'entretenir des liens d'amitié une fois sorti de prison éventuellement avec son ami Bernard Mondou. Et même devant les commissaires aux libérations conditionnelles qui l'ont libéré après 6 mois de sa peine, c'est-à-dire qu'il a purgé seulement 1/5 de sa peine, il a admis qu'il allait conserver ses relations d'amitié avec Bernard Mondou.